Bonjour Rachel Crustin, comment ça va? Ça va super bien, merci. Moi, je t'ai découvert en regardant mes médias sociaux parce que tu es reporter culturel pour ONFR au réseau TFO. J'aimerais savoir quels ont été tes premiers balbutiements dans les médias sociaux. C'est un peu par obligation, entre guillemets, parce que, bon, faut être dans les médias sociaux de plus en plus, même si on vient des médias traditionnels. Moi, je suis comme vers la fin, là, de la génération qui a grandi avec ça, mais il y en a toujours des nouveaux, tu sais. Puis là, je vois juste comme quelqu'un qui a 5 ans de moins que moi est super plus à l'aise que moi. Parce qu'on doit dire que tu étais animatrice à la radio à Rouge FM, puis tu as fait le saut un peu derrière. Exact. Bien, c'est ça. Dans le fond, en tant qu'animatrice radio, on était beaucoup dans le divertissement, puis on est comme notre propre produit. Donc, c'était important d'avoir une plateforme. Puis j'étais tout le temps, je trouvais que j'étais jamais comme assez sur les réseaux sociaux, mais quand j'arrive dans ma vie privée, là, je suis trop sur les réseaux sociaux pour mon entourage. Donc, j'essaie de trouver une balance. Ça, c'est qu'est-ce que tes amis disent, que tu es trop sur les médias sociaux? Oui, c'est ça. Les amis qui sont pas dans le même domaine, disons. Mais ouais, donc c'est pour ça que j'ai commencé à en faire. Puis là, je pense qu'en tant que journaliste culturelle, ça me sert beaucoup parce que, justement, je suis dans un événement, je peux publier un petit quelque chose. Tu sais, je fais pas du contenu super élaboré, je fais un peu plus comme dans l'instant présent, là, avec ce qui se passe autour. Puis donner un peu envie de faire des sorties dans la région. Oui, exact. Dans l'Ontario français. Exact. J'essaie de faire le lien entre, comme, mettons, les artistes, ceux qui créent de la culture, puis les gens qui peuvent la consommer. Tu sais, je fais pas de la promotion, évidemment, mais juste comme que les gens sachent ce qui se passe dans leur propre culture. Moi, je trouve ça super important. On va retourner un petit peu en arrière, autour de 2000, des années 2000. Tu as fait une grande découverte lors de la pandémie parce que il y a eu beaucoup de changements dans ta vie, puis tu t'es réinventé. Puis quand on lit ta page médias sociaux sur Instagram, tu dis « maman solo », tu es devenue maman. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui est arrivé durant la pandémie qui a fait un gros virage? Moi, la pandémie, en fait, on s'en rend pas compte sur le coup, là. La première année et demie, je ne l'ai pas vu passer, tu sais, parce que j'avais ma petite famille, ça roulait, je voyais mes amis faire des casse-têtes puis du pain, puis j'étais comme « quand est-ce que vous avez le temps de faire ça? » tu sais. Fait que moi, je suis devenue un petit peu juste maman. En fait, j'étais maman depuis 2016, j'ai 3 enfants, donc 7 ans. Jeune toi-même. Ah, ben c'est gentil. Ben, 7 ans, 3 ans, puis 1 an et demi. Wow. Puis, ben, c'est ça. La pandémie, ça a été, mine de rien, 3 ans où il s'est passé beaucoup de choses. Donc, j'ai eu 2 congés de maternité. Donc, mon deuxième qui est né en janvier 2020, donc juste avant que tout ferme. Donc, mes 2 premiers qui ont été ensemble parce que la garderie du plus vieux était fermée, ils ont été ensemble tout le temps avec moi à la maison. Après ça, bon, le troisième, ça a été une petite surprise de pandémie qui arrive à un moment donné comme ça quand on s'y attend pas nécessairement. Puis là, après ça, ben c'est ça. Il y a eu au travers de ça, j'étais en train de me chercher un nouvel emploi. Donc, j'ai su que j'étais enceinte de mon troisième, puis j'ai eu le rappel pour travailler à TFO presque en même temps. Donc, ça s'est tout enchaîné, là. Donc, ouais, puis il y a eu une séparation aussi avec le père de mes enfants, éventuellement, dans ces années-là. Et quand tu me racontes ça, c'est vraiment vite, c'est comme en dedans de 1 an et demi, même pas 3 ans. Oui, c'est ça. Comme je dis, sur le coup, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, c'est la pandémie, tout est plus lent. Puis après ça, quand on regarde en arrière, OK, il s'est passé des choses finalement là, pendant ces années-là. Oui, pas mal. Ouais. Puis comment les médias sociaux, tu t'es raccroché aux médias sociaux, tu as trouvé un groupe de super mamans, de femmes qui t'ont supporté à travers les médias sociaux? Oui, ben en fait, c'est un peu comme ça que je me suis fait des nouvelles amies aussi. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Elmer Mummies, qui est un groupe avec des milliers de femmes du secteur Elmer et environ, en fait, puis qui est super bienveillant. Les administratrices, je connais pas leur nom, mais je les salue, elles font un travail exceptionnel. Donc, c'est vraiment très... Tu sais, des fois, on dit « Ah, les groupes de mères sur Facebook, ça se bitch, ça se picosse. » Puis là-dessus, pas du tout. Il y a vraiment beaucoup d'entraide. Fait que moi, je me suis raccrochée à ça. Je suis allée prendre des marches avec d'autres mamans grâce à ça. Puis, ouais, je les aime beaucoup, en fait. Ouais. Alors, restez là. On va parler d'ailleurs de plus de choses avec Rachel Crustin. Restez là, vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rock. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et mon invité spécial, c'est Rachel Crustin, une reporter à TFO sur ONFR. Rachel, on parlait avant la pause un peu de la communauté que tu as rencontrée à Elmer, parce que tu ne viens pas nécessairement de la région, mais tu t'es trouvé une communauté lors de la pandémie. Comment ils t'ont vraiment appuyé, toi, qui venais d'avoir tes mamans de 3 enfants,
tu vivais une séparation, puis également, tu avais un nouvel emploi. C'est comme la super maman, mais il y a des changements de vie qui arrivent. Oui, bien en fait, justement, ces changements de vie-là ont peut-être un peu mis en lumière le fait que j'étais parfois plus toute seule. Donc, même, tu sais, on parle des réseaux sociaux, c'est sûr, mais même mes voisins, comme quand ils ont su qu'on se séparait, ils étaient déjà très aidants, mais tu sais, ils ont comme un peu plus tendu la main. Oh, wow. As-tu besoin de quelque chose? Puis, ben, c'est sûr que la pandémie, ça vient jouer là-dedans aussi. Ma toute première semaine de garde partagée officielle, j'avais la COVID. Fait que ça a été un peu, tu sais, tout le monde me disait comment je peux t'aider, puis j'étais comme, ben, pas grand-chose à faire. Fait que, tu sais, c'est ça, tu communiques de cette façon-là par les réseaux sociaux. Des messages privés. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens aussi, tu sais, qui se posent des questions. Mais pas quand il t'arrive un événement de vie, aussi des personnes, ça a été la même chose quand j'ai quitté la radio. J'ai eu beaucoup de messages privés de personnes qui avaient déjà fait ce changement-là ou qui y pensaient. Puis, tu sais, c'est des gros changements. Puis des fois, tu y penses longtemps. Puis moi, je pense longtemps avant de faire quelque chose. Donc, des réflexions, je pense, qui ont pu me servir à moi, me servir à d'autres. Puis, tu sais, peut-être si je remonte plus loin, même avant la pandémie, en fait, mon premier congé de maternité, c'était en 2016. Puis, ce qui m'a vraiment raccroché même si c'était relié à être autre chose que juste une maman, c'est d'écrire sur un blog qui s'appelle TPL Mom, qui est un blog de parentalité à saveur féministe. Puis moi, j'écrivais mes expériences là-dessus. C'était bénévole, mais ça m'a quand même donné une expérience d'écriture, puis permis de sortir mes états d'âme, puis permis de voir que j'aimais ça aussi, avoir une certaine tribune, justement, sur les réseaux sociaux, parce que là, je pouvais profiter de la tribune que le blog avait. Donc, il y avait beaucoup de gens qui lisaient mes textes, plus que si j'avais fait juste des longs statuts pour ma famille, là. Donc, ouais, ça m'a donné un petit peu le goût, là, de continuer là-dedans. D'avoir cette tribune-là. Puis, tu as mentionné un mot qui est comme chargé, féminisme. Et pour plusieurs personnes, c'est une définition variante. Oui. J'aimerais savoir, quelle est ta définition de féministe? Ben, je pense que je l'ai toujours été. Comme moi, ma grand-mère vient des premières vagues de féminisme radical. Et, donc, ça a toujours été vraiment comme un peu là chez moi, mais je pense que je me suis ouverte à d'autres réalités aussi. J'ai commencé, justement, pendant la pandémie, des études en études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa. C'était à distance à ce moment-là, donc j'ai comme fait, je vais me prendre quelques cours, puis un jour, je voulais pas t'ennuyer pendant la pandémie. Non, c'est ça. Puis, en fait, ça faisait très longtemps que je voulais retourner aux études, mais je savais pas exactement dans quoi. Puis là, quand j'ai découvert que ça existait, je suis comme fait, ben ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis comme les cours étaient super faciles pour moi parce que je m'étais déjà intéressée à ça. Fait que je pense que je suis plus ouverte maintenant à vraiment, tu sais, le féminisme intersectionnel, d'être consciente qu'on parle tous d'un discours situé. Donc, qu'on a tous... C'est quoi un discours situé? C'est selon ta propre identité, tu vas voir certains trucs. Donc, et en sociologie, parce que c'était un programme en sociologie aussi, la notion de privilège inclut que la personne qui a le privilège n'en est pas nécessairement consciente, que ça prend un effort conscient. Donc, en étant une femme, ben c'est sûr que le sexisme, j'étais comme déjà sensibilisée à ça, mais là, tu sais, de parler de racisme, d'homophobie, de grossophobie, de toutes ces choses-là, juste d'être consciente que toi, tu as des opinions parce que tu vis une certaine réalité, puis de s'ouvrir aux réalités des autres, puis de voir que les luttes que toi t'as menées, ben des fois, on est un peu en silo, puis on oublie un peu les autres autour. Donc, c'est ça, c'est d'être le plus inclusif possible, finalement, comme je peux le faire, mais c'est du travail de tous les jours. Là. Je ne dis pas ça pour dire que je le fais bien ou, tu sais, j'essaie. Non, mais je pense qu'on est tous dans un processus d'apprentissage aussi. Depuis la mort de George Floyd, il y a beaucoup de choses. On est beaucoup exposé à des changements. Même une personne comme moi qui est racisée, il y a des mots que j'ai appris. Alors, on est toutes... Il y a comme un changement, une transformation, puis un changement de comportement que tout le monde doit entamer, puis c'est pas facile. Puis c'est intéressant que ce programme-là existe parce que c'est de plus en plus, non seulement parler dans les médias traditionnels, mais dans les médias sociaux. Puis toi, quand quelqu'un qui étudie là-dedans, comment tu vois que le monde est en train de changer avec toutes ces intersectionnalités-là? Je pense qu'on a tous aussi notre chambre d'écho dans les réseaux sociaux. Donc, moi, je trouve que les personnes que je suis sont beaucoup d'accord avec moi. Donc, quand j'arrive avec quelqu'un qui n'est pas... Oui, c'est ça, l'algorithme et tout ça. Donc, quand j'arrive, je suis confrontée à des idées un peu différentes. Des fois, je vais comme faire « ces gens-là existent encore? » Mais, tu sais, donc, ça aussi, c'est un effort quoi, justement, là, tu sais, des féministes.
On dirait que j'ai pas d'exemple qui vient juste comme ça, là, mais dans mes cours, on a parlé de post-féminisme. Donc ça, c'est les gens qui pensent que l'égalité est atteinte, puis que là, on n'a plus à chialer parce que c'est fait, là, c'est ça. Puis, si tu es au Canada et tu es une femme, il n'y en a pas de problème. Alors qu'on sait qu'il y a encore un écart salarial, qu'il y a encore un problème d'accès aux postes en position de pouvoir. Moi, j'ai été longtemps avec quelqu'un qui est en politique aussi. Ça m'a fait voir comment le système politique n'est pas fait pour les femmes. Donc oui, il y en a un petit peu plus qu'avant, mais ça reste qu'on a le vieux système qui ne fonctionne pas pour plein de raisons sociologiques aussi, là. Donc, quand je vois quelqu'un qui dit comme, là, c'est fait, là, vous êtes égal, je suis comme, wow, attends une minute, là. C'est pas exactement ça. Ça m'amène à une publication que tu as publiée sur ta page Instagram sur la grossophobie. Quand tu étais enceinte, tu as été critiquée. Oui, moi, j'ai pris beaucoup de poids pendant mes grossesses. Donc, c'est ça, la grossophobie, je ne l'avais pas nécessairement vécue avant. Mais dans le fait qu'à ma première grossesse, j'ai pris, je pense, 60 livres, quelque chose comme ça a été un peu moins aux autres. T'es toute menue? C'est ça, je fais 5 pieds à peu près, là, donc ça paraît, là, tu sais, ça élargit. C'est normal, là, il y a un bébé, mais surtout à ma première grossesse, c'était à tous les jours. Des commentaires, c'est juste comme... J'avais des collègues qui me voyaient à tous les jours, puis à tous les jours, j'avais un commentaire comme « Hi, ouais, ça pousse, oui, tu sais, puis là, tu sais, OK, c'est beau. C'est pas parce que je suis enceinte que tout d'un coup, tu peux commenter mon corps comme ça. » Puis j'avais souvent des blagues, tu sais, des choses qui étaient lancées à la blague, comme « Hey, t'es-tu sûr qu'il n'y en a pas deux? » Ou « Ben, tu vas-tu exploser? Hey, t'es-tu sûr que tu vas te rendre au bout? » Tu sais, c'est ça, c'est mon corps, là, quand même. Puis j'en ai vu dans le milieu médical aussi, parce que à mon premier accouchement, ça s'est terminé en césarienne non planifiée. Donc, à mon deuxième accouchement, je voulais essayer un AVAC, qui est un accouchement par voie basse après une césarienne. Puis, tu sais, il y a une médecin qui m'a carrément dit, ben là, on va calculer ton poids. Il faudrait que tu essaies d'en prendre moins que la dernière fois, parce que plus on est gros, plus c'est difficile. Là, j'étais comme, oh, attends, là, tu sais, les corps sont différents. Puis, tu sais, je trouvais que c'était pas très actuel comme discours. Tu sais, que ça vienne d'une médecin. J'ai vu que, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont confrontés à ça comme dans leur quotidien. Moi, c'était pendant mes grossesses spécifiquement, mais... Rachel, on doit penser à ce que tu viens de dire, puis rester là parce qu'on va en parler davantage. Grossophobie avec Rachel Crustin. Vous écoutez Suivez-moi, la 9e édition. On a une invitée spéciale avec nous aujourd'hui qui s'appelle Rachel Crustin. Elle est reporter à ONFR, reporter culturel. Mais on parlait avant la pause de grossophobie et tu l'as vécu. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours eu un petit surplus de poids. Puis c'est célébré dans ma communauté. Sauf que en étant une personne racisée qui a grandi tout le temps blanche, je me sentais toujours vraiment beaucoup plus grosse que mes homologues caucasiens. Alors, toi qui vivais ça pendant ta grossesse, comment tu as intériorisé tout ça? Je pense que j'ai fait beaucoup de travail depuis ma première grossesse où ça me dérangeait beaucoup plus. J'ai eu la chance d'avoir une 3e grossesse en pandémie, donc je voyais beaucoup moins de gens. Ça faisait du bien, mais même entre les 2 premières, j'ai vu une évolution. J'ai l'impression que les gens sont un peu plus conscientisés, mais c'est justement à ma 3e grossesse où là, j'avais fait une publication là-dessus pour dire, comme publiquement, parce que j'avais eu un petit quelque chose avec un auditeur, justement, qui m'avait fait une blague, puis une avec autre... un auditeur de la radio? Oui, de la radio à ce moment-là, mais c'était quelqu'un qu'on connaissait, là, tu sais, c'était un auditeur qui était souvent là, qui interagissait souvent avec nous. Puis, il y a une autre animatrice qui avait comme pris ma défense, puis là, après, moi, je lui avais expliqué en privé, puis après, j'ai fait comme un statut public en spécifiant, c'est pas contre toi, c'est juste parce que... tu as juste été celui qui me l'a fait aujourd'hui, mais la blague, je l'ai entendue maintes fois. Donc, je pense que j'ai juste utilisé le fait que j'avais une petite tribune pour comme en parler. Puis je pense que je vois vraiment une évolution, pas par rapport à ce que moi j'ai fait, mais tu sais, je pense que le discours est plus présent maintenant via les médias sociaux, entre autres. Donc, on devient peut-être un petit peu plus ouvert à ça. Puis ça reste, comme je disais tantôt, quand on ne vit pas une réalité, c'est facile de ne pas la voir. Donc, moi, en la vivant pendant mes grossesses, c'est ça m'a ouvert à, OK, c'est de ça que ça peut avoir l'air pour les personnes qui n'entrent pas dans le moule, disons, de la société. C'est ça, les normes de beauté actuelles, disons. Exactement. Puis c'est intéressant et vraiment le fun que tu as pris une tribune pour parler de ça parce que tu es t'es quand même privilégiée, cette tribune-là que tu as pu exercer quelque chose de très positif
en disant voici qu'est-ce que je vis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui le vivent sur les médias sociaux, puis on n'en parle pas des messages qu'on reçoit en privé. Puis, je trouve que je te félicite pour ça. Ah, bien, merci. Puis ça va dans les deux sens aussi parce que j'ai des filles qui m'ont écrit, moi, c'est le contraire, enceinte, ça paraissait presque pas. Puis j'avais des, t'es sûre que tu es enceinte? T'sais, ça fait mal aussi. Là. Wow! Puis moi, me faire dire, t'es sûre qu'il n'y en a pas deux? Ben, ils l'ont pas vu à l'échographie. Je pense pas que toi, tu vas me le diagnostiquer, le deuxième bébé. Puis je trouvais que c'était aussi difficile de recevoir ça que quand tu n'es pas enceinte et quelqu'un te demande si tu es enceinte. Est-ce que tu as des règles sur tes plateformes sociales pour avoir, tu sais, comme des règles pour que les gens respectent tes propos? Parce que moi, j'ai dû, à un certain moment, je voyais qu'il y avait des discours que je voulais pas avoir. Alors, j'ai mis des règles éditoriales sur mes plateformes sociales. Ça m'est pas encore arrivé, ça. Je vois de plus en plus de pages qui le font. Moi, je pense que, tu sais, j'ai pas encore un nombre d'abonnés incroyable. Tu sais, je pense que c'est ça. J'ai une communauté qui est assez bienveillante. C'est beaucoup des gens qui m'ont suivi dans mon parcours de radio, puis après ça comme journaliste. Donc, c'est beaucoup des gens qui sont un peu dans les mêmes cercles que moi, je dirais. Donc, alors, non, j'ai pas eu besoin de faire ça, heureusement. Heureusement. Puis, tu viens juste de parler de ton parcours professionnel. Là, tu es dans les médias. On parle de médias sociaux, mais tu es dans les médias traditionnels. Puis, tu es québécoise, qui est devenue une franco-ontarienne d'adoption. Puis, on te voit circuler un peu dans des événements. Qu'est-ce que tu as découvert à propos de la communauté franco-ontarienne? J'ai l'impression que j'avais vraiment des œillères. Même en étant dans une radio à Gatineau, on disait qu'on parlait aux Franco-Ontariens parce que c'est la plus grosse radio francophone de la région qui se rend vers l'Est ontarien, mais on n'avait pas un souci particulier pour la réalité franco-ontarienne. Puis moi, je pensais que c'était un peu la même chose. Je n'étais pas de ces Québécois qui ne savent pas qu'il y a des francophones en Ontario, mais je ne savais pas qu'il y avait une différence comme ça. J'ai découvert une communauté justement qui existe en dehors de toute la machine de showbiz qui existe au Québec. Tu sais, je trouve qu'en Ontario... Comme des artistes. Oui, exact. Je trouve qu'en Ontario, les artistes doivent créer leur propre projet. Il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui est diffuseur, quelqu'un qui est agent d'artiste, quelqu'un vraiment des entrepreneurs. Oui, exact. Puis si tu regardes, par exemple, le conseil d'administration de l'APCM pour les musiciens, bien, c'est que des artistes. Tu sais. Des fois, à un moment donné, je vois passer quelque chose, je me dis, c'est intéressant d'en parler. Fait que j'envoie au courriel très général, comme bonjour, je suis journaliste culturelle. Puis la personne qui me répond, c'est Marc-Antoine Joly, qui est un chanteur que j'avais interviewé comme la semaine d'avant. Fait que, hey, salut Rachel! Je dis, OK, ouais. Fait que mon paragraphe de présentation, t'es comme, c'est bon, je te connais, là, tu sais, ça va. Fait que j'étais comme, OK, je savais pas que c'est lui qui était derrière ce projet-là. Donc, vraiment, je trouve que les mêmes noms reviennent, ce qui est le fun parce qu'il y a vraiment une communauté tissée serrée. Puis en même temps, bien, ça fait voir une réalité différente, puis de découvrir des monuments franco-ontariens aussi. Moi, je connaissais pas nécessairement, puis là, je me retrouve comme à faire... la Nuit sur l'étang. Oui, exact. Qui a fêté son 50e anniversaire, qui est quand même quelque chose que moi, j'ai vécu très longtemps, là, quand ils étaient encore jeunes. Puis, qu'est-ce que tu as appris sur la communauté et sur cet événement particulier? C'était quelque chose, ça, parce que, justement, moi, j'avais jamais été à Sudbury avant. La Nuit sur l'étang, donc c'est un grand festival de concerts, pas juste de concerts, mais c'était vraiment multidisciplinaire. Au départ, c'est parti comme de la vague artistique début des années 70 à Sudbury. Puis j'ai comme tout lu là-dessus parce que j'animais un panel de discussion avec 5 experts, donc soit des vétérans qui ont créé cette culture-là, soit des jeunes qui sont en train de prendre la main. Puis là, je voyais arriver des gens dans la salle, tu sais, des Jean-Marc Dalpé, des Robert Marinier qui font partie de cette culture-là et qui sont des grands noms aussi, mais aussi des plus jeunes qui connaissent déjà tout ça parce que c'est leur milieu. Donc, je voulais pas avoir l'air de ne pas connaître ça. Donc, c'était vraiment... renseigné. Oui, puis je trouve ça beau, justement, de connaître l'histoire, comment une culture s'est créée, finalement. Puis, qu'est-ce que tu dirais du peuple franco-ontarien, des Québécois qui ne savent pas qu'il y a autant de francophones, non seulement en Ontario, mais hors Québec, puis qui nous écoutent aujourd'hui pour dire que hey, on existe. Oui, j'ai des amis qui connaissent beaucoup plus de musique franco-ontarienne depuis que moi, je travaille en Ontario. Une de mes amies en particulier, je lui envoie de la musique, là, puis j'ai comme, écoute ça. C'est que du franco-ontarien parce que c'est ça que j'écoute ces temps-ci parce que moi, je veux découvrir aussi. Mais je pense que je deviens comme un peu, pas une ambassadrice, mais j'ouvre un petit peu plus, veux pas. Le travail, c'est une bonne partie de notre vie. Donc, ça fait partie de mes sujets de conversation de prédilection. Je pense que c'est juste un petit peu comme ça, là,
j'allais dire en C'est comme ton catimini, fil c'est pas ça, là, mais conducteur. tu sais, comme petit à petit, là, où je fais juste comme en parler autour de moi. Ben, moi, je te considère comme une micro-influenceuse, une ambassadrice aussi de la culture franco-ontarienne. Et tout de suite après la pause, on va parler de son rôle à ONFR. Restez là, vous écoutez, suivez-moi. Vous écoutez Suivez-moi et aujourd'hui, on a une invitée spéciale, une reporter culturelle pour ONFR, Rachel Crustin. Rachel, j'aimerais ça savoir, en tant que reporter culturel pour ONFR, à TFO, ça a l'air à quoi une journée typique dans ton rôle? Je suis en télétravail en bonne partie. Chanceuse! Donc ça, j'adore parce que là, surtout quand j'ai les enfants à la maison, bon, on fait la petite tournée, on s'en va les porter, on revient à la maison. Là, je me fais un café, puis là, je pars ma journée. C'est beaucoup de recherche à être journaliste, donc il y a beaucoup de temps juste devant l'ordinateur à chercher. Puis là, moi, j'ai tendance à tomber des fois dans des petites craques, puis à me rendre vraiment trop loin pour un détail que je voulais vérifier pour un article, tu sais, puis là, il faut que je me ramène. Oui, c'est ça. Je me dis, tout me sert éventuellement à ma culture générale qui va me servir plus tard. On a parlé de La Nuit sur l'étang. J'avais écouté un documentaire sur l'ordre de Jacques Cartier de Phil Comeau qui était sorti pas longtemps avant, comme 2 semaines avant, puis qui était un ordre secret francophone au Canada. Puis il y a un des invités qui a fait une référence à ça. Donc j'ai pu, tu sais, pendant la discussion, prendre la balle au bon. Puis là, j'étais comme, tu sais, justement, ça sert de se cultiver en général parce qu'après, on a plus de références qui nous permettent de réagir comme ça dans le travail. Mais ce qui est intéressant, peut-être un petit peu plus, c'est les moments où on sort. Donc, moi, je suis basée à Ottawa, mais je couvre la culture franco-ontarienne dans toute la province. Donc, j'ai à me déplacer parfois. On essaie de prendre un peu les prétextes. Oui, c'est ça. À Sudbury, j'étais à Hamilton, à la FrancoFest, il y a pas très longtemps de ça. Donc, j'étais à Toronto quelques fois. Donc, j'essaie de me déplacer pour être sur place quand il y a des événements, quand on peut faire des partenariats avec ONFR+, aussi, c'est génial. Puis, et c'est quoi la différence? Attends, juste pour ONFR+, c'est quoi? Oui, en fait, ONFR+, ça veut juste dire Ontario francophone plus comme tout l'Ontario francophone. Donc, c'est pas plus que ça. Puis, en fait, je pense que je peux le dire maintenant avec la diffusion, mais le plus va tomber. Donc, quand tu dis ONFR, c'est bien correct parce qu'ils sont en train de refaire un peu l'image. Ils viennent de sortir un nouveau site web de TFO. Puis ONFR appartient à TFO. En fait, on est évidemment indépendant journalistiquement, mais on fait partie de la famille de TFO. Donc, il y a comme la grande famille. Il y a comme un changement. Fait que là, on est dans le moment où on le dit-tu, on le dit-tu pas. Donc, j'essaie de me... Tu sais, quand on essaie d'avoir des partenariats, surtout qu'avant, il n'y avait pas de journaliste culturel à ONFR. Donc, c'était... Alors, tu viens de combler un vide parce que... Oui. Parce que c'est très important, la culture. C'est là que ça passe, la langue. Hein? Oui, exact. Puis c'est notre producteur actuel, Sébastien Pierros, qui, quand il a accédé à ce poste-là, qui a décidé d'ouvrir un poste de journaliste culturel. Puis là, ça a donné que c'est moi qui l'ai eu. Fait que je veux dire que je suis la première journaliste culturelle d'ONFR, première femme journaliste aussi chez ONFR. Plus, bravo! Yes! Donc, je peux quand même un peu me vanter de ça. Encore le féministe qu'on voit en toi. Ça arrive plusieurs fois dans ma carrière qu'on m'a dit carrément, je voulais engager un gars, mais surtout en radio, je voulais engager un gars, mais finalement, t'étais bonne. OK, bien cool. Donc, oui, c'est ça. Donc, on essaie de remettre la culture à l'avant-plan, de faire connaître ONFR, puis de faire connaître, tu sais, moi, je veux me faire connaître en tant que journaliste culturelle, puis je pense que c'est du gagnant-gagnant quand je peux aller animer un événement. Donc, oui, j'essaie de me promener un petit peu partout. Puis évidemment, les événements à Ottawa, je regarde mon horaire, puis j'essaie d'y aller le plus possible, d'être sur place, de parler aux gens. Et aussi parce que c'est ce que j'aime. Donc, c'est un loisir et un travail en même temps. C'est-tu le fun? C'est ça. Puis, qu'est-ce que tu as découvert sur la communauté franco-ontarienne ottavienne, ici même dans la région? Je trouve que des fois, entre le francophone et l'anglophone, ça ne se mêle pas tant à Ottawa. Ça m'a frappé. En fait, quand j'ai été à Hamilton, où j'ai vu que dans un festival francophone, il y avait beaucoup d'anglophones qui étaient là par curiosité. Tu m'en apprends une? Oui, ouais, puis il y avait beaucoup, c'est vraiment récent, il y avait beaucoup plus de diversité, j'ai l'impression, autant parmi les spectateurs que dans la programmation. Puis ça m'a fait réaliser aussi, moi, évidemment, j'habite du côté du Québec à Aylmer, où c'est une communauté qui, je connais pas les vrais chiffres, là, mais presque 50-50 dans mon quartier. Mais quand je parle à mes amis anglophones, puis je leur dis, hey, il va y avoir l'Outaouais en fête dans 2 semaines. On est en train de marcher exactement à l'endroit où il va y avoir un festival 2 semaines plus tard. Puis ils me regardent avec comme,
rien dans Rien. les yeux. Oh, Donc, mon Dieu. ouais, donc je pense qu'il y a peut-être des efforts à faire pour un peu plus se mêler parce que c'est une communauté bilingue. Puis c'est important, je pense, de miser là-dessus dans les deux sens, finalement. Bien, merci d'être venu puis de nous avoir donné le goût de connaître davantage sur la culture francophone, puis aussi la culture, comment on pourrait tisser des liens avec la communauté anglophone. Merci, puis continue ton beau travail à ONFR. Merci beaucoup.